Mais cela montre que l'on insiste plus sur la demande du respect de l'expression rituelle des religions que sur cet autre aspect sans lequel nous ne pouvons pas avancer dans la communication interculturelle, qui est la seule qui nous garantirait la possibilité d'avancer ensemble vers la création d'une conscience civique commune, telle que celle qui est en train de se construire dans l'Union européenne. Imaginez les efforts que sont en train de faire les Européens pour passer de la culture des États-nations, de la pratique de la démocratie à l'intérieur des États-nations, qui ont été des États rivaux, qui se sont fait des guerres terribles à l'intérieur même de l'Europe, le passage de ce moment historique, de ce type de culture particulière à l'État-nation, à l'espace ouvert de la communauté européenne tel qu'il est en train de se dessiner, tel qu'il est en train de se construire. C'est une nouvelle révolution historique que nous sommes en train de vivre, surtout dans l'expérience européenne. Ici, vous la vivez à votre manière, mais cette expérience-là a des conséquences aussi importantes, à mes yeux, que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle avec les premières Lumières. Je dis les premières Lumières parce que nous sommes en train de vivre les deuxièmes ou les troisièmes ou les quatrièmes Lumières, parce que la modernité, justement, est en train de changer du fait de cette révolution historique, du passage que l'on est en train de réaliser de l'État-nation vers un État transnational, un espace civique transnational. Alors que de l'autre côté, on se préoccupe de construire des identités en utilisant l'affirmation et l'expression rituelle, religieuse de ces identités. Ceci me semble extrêmement grave. Et j'attire l'attention là-dessus, c'est pour cela que je dis, je ne m'avance pas sur ce qui se passe à cet égard au Canada et aux États-Unis, mais ceci est grave parce que la définition religieuse d'une identité, sans accompagner cette définition de l'identité, encore une fois, par tout le travail intellectuel dont je viens de parler et le travail scientifique que les sciences sociales seules peuvent nous permettre de faire, c'est retarder la possibilité d'une interculturalité, retarder les bénéfices féconds d'une intercréativité des cultures vivant ensemble et partageant ensemble une même conscience civique. Ça, c'est la clé, à mon avis, qui nous permet de surmonter et de dépasser les affrontements que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre justement d'un côté au nom de la religion et d'un autre côté au nom d'une modernité que vous appelez séculière en Amérique et que nous appelons laïque dans les pays européens. Ces deux références constituant des références philosophiques profondes, des options philosophiques profondes qui séparent les deux mondes qui, par ailleurs, coexistent ensemble maintenant, désormais, à peu près dans toutes les sociétés d'Occident et dans toutes les sociétés de l'Europe. C'est pour cela que, à propos de, vous voyez que j'ai prononcé plusieurs fois le mot Occident et le mot Europe, il faut, à mon avis, essayer de faire une différence aujourd'hui entre ce que représente le terme Occident comme terme géopolitique et ce que représente le terme Europe, Union européenne, dans la perspective que je viens d'indiquer sur le processus de construction d'un nouvel espace européen qui n'est plus du tout le même que celui de l'Europe du XIXe siècle, de l'Europe coloniale, etc. Vous voyez que du point de vue de l'histoire de la pensée et de l'histoire des cultures, ces différenciations sont extrêmement importantes à faire pour ouvrir des possibilités à de nouvelles avancées scientifiques. Je n'ai pas regardé mon heure,
peut-être qu'il est temps de vous donner la parole, parce que j'ai évoqué un certain nombre de questions d'une façon très rapide, malheureusement, mais je voulais surtout essayer d'introduire cette approche qui, à mon avis, est une approche critique de la question identitaire aujourd'hui, et il faut absolument dépasser les outils mentaux que nous utilisons, les références que nous faisons à nos histoires respectives pour voir ce qu'il faut en retenir dans la mesure où ils nous aident à aller vers une autre histoire, et ce qu'il faut absolument délaisser, ce dont il faut se libérer, parce que ça retarde justement cette marche vers l'histoire. Je n'ai pas eu le temps de vous donner des exemples encore plus éclairants sur la nécessité de ce travail. Je mentionnerai seulement, pour peut-être susciter vos réactions, la question de la référence au texte fondateur des trois religions monothéistes qui continuent de se battre comme elles le font, en particulier en Palestine, en particulier autour de Jérusalem. Ces trois religions ont un corpus commun. Elles ont des références communes à la fonction prophétique, des références communes à ce que les trois appellent le donné révélé, la révélation, des références communes aussi à ces théologies qui ont été construites au Moyen-Âge dans les conditions que je vous ai indiquées. Eh bien, ces références communes doivent elles-mêmes faire l'objet d'une révision aujourd'hui critique, avec les outils de pensée et d'analyse nouveaux que nous donne la linguistique pour lire les textes religieux et pratiquer la critique du discours religieux pour nous sortir, pour nous libérer des exégèses médiévales que nous avons héritées du Moyen-Âge et qui continuent d'opérer pour certains, pas pour tous, mais surtout pour nous sortir et nous libérer de l'exégèse sauvage des textes sacrés. J'appelle exégèse sauvage l'utilisation qui est faite depuis en particulier la révolution islamique des références au Coran et des références à la tradition islamique des textes sacrés. On les appelle des textes sacrés. Il faut réfléchir sur le caractère sacré de ces textes, sur la genèse historique de ce caractère sacré de ces textes, et il faut réfléchir sur ce que j'appelle le statut cognitif, c'est-à-dire le type de connaissance que nous pouvons attendre des textes du Talmud, de la Bible hébraïque, de la Bible protestante, des évangiles, etc. Il y a là un continent de connaissances. Il y a là un continent de croyances auquel jusqu'à présent nous n'osons pas toucher. Et vous voyez que je l'ai réservé en dernier parce que j'ai la timidité de le faire pour ne pas justement provoquer encore plus de mécontentement que ce que j'ai pu provoquer par le peu que j'ai pu dire et que je me suis autorisé à dire. Or, là, nous avons véritablement un terrain miné et je crois que vous sentez tous que l'utilisation qui est faite de ces textes sacrés pour légitimer les actions auxquelles nous assistons, vous voyez, j'emploie des euphémismes, je tourne autour, je n'ose pas nommer les choses comme elles devraient, parce que ça, c'est à cela, en fait, que je voulais en venir. Et malheureusement, vous voyez à quel point, même dans une salle comme celle-ci, un public comme le vôtre, avec toute l'ouverture d'esprit qui existe dans ce pays et dont nous nous félicitons, malgré tout cela, eh bien, il faut prendre des précautions
pour poser seulement le problème de ce que j'appelle l'impensé, c'est-à-dire les régions de notre histoire sur lesquelles nous ne réfléchissons même pas. L'impensé, ce que nous ne pensons pas, ce qu'il est défendu de penser, ce qu'il est défendu politiquement de penser, pas intellectuellement, dans la pensée islamique contemporaine. Mais je pose aussi le problème de l'impensé dans la pensée occidentale, euro-américaine, contemporaine, qui a aussi ses tabous. Et depuis le 11 septembre, personnellement, lorsque je prends la parole, surtout aux États-Unis, je suis obligé de faire attention à ce que je peux dire, au vocabulaire que j'emploie, exactement comme je contrôle mon vocabulaire pour ne pas couper la communication avec les publics lorsque je m'adresse à un public de musulmans. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi les espaces de liberté qui nous sont donnés dans un certain nombre de pays qui ont réalisé des avancées vraiment encourageantes vers une autre démocratie, ces possibilités qui nous sont données, nous ne pouvons pas encore les exploiter comme il conviendrait. Et je serais heureux d'avoir votre opinion sur ce dernier aspect de nos luttes pour aller vers des identités ouvertes et non pas demeurer sous la pression et les menaces de ce que notre ami Amin Maalouf a appelé les identités meurtrières. Merci beaucoup pour votre attention.